Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue ce soir dans Olive Média. J'ai l'honneur de recevoir ce soir Noam Anouar, qui est fonctionnaire de police et qui est également syndicaliste pour Vigipolice. Donc, avant de commencer toute chose, bienvenue Noam, ça va bien? Ça va, merci, impeccable. Bon, merci de me recevoir. Alors, on a dit qu'on allait faire court parce que tu as beaucoup de sollicitations, chose que je peux comprendre, donc on va aller droit au but, hein. J'ai souhaité te recevoir ce soir pour parler de la police et puis globalement des polémiques qu'on entend ici ou là actuellement. Alors, il y a eu la police, elle a été encensée, elle a été acclamée pour les attentats de Charlie Hebdo. On s'en souvient tous. Depuis, l'image s'est considérablement dégradée. Il y a eu pas mal de manifestations, il y a eu les gilets jaunes. Et en fait, on a l'impression qu'il y a un désamour avec la population qui s'est installée, un dialogue qui devient de plus en plus compliqué. Toi, en tant que fonctionnaire de police, qu'est-ce que tu penses de cette évolution d'image? Bah, je la déplore, je veux dire, après on peut essayer de l'expliquer, mais je la déplore parce que moi j'ai toujours défendu l'idée du service public, c'est-à-dire que la police c'est le bras armé de l'État, c'est-à-dire qu'ils sont les seuls habilités à mettre en œuvre ce qu'on appelle la force publique, c'est-à-dire que à un moment quand il faut cesser d'envoyer des courriers, quand il faut cesser de comment dire de passer des coups de téléphone, quand il faut par exemple malheureusement ça arrive expulser interpeller, dissoudre une manifestation, tirer parfois, parce que ça peut arriver aussi, c'est à la police qu'on fait appel. Donc normalement, on est censé avoir une certaine rigueur morale et puis une confiance de la population. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as un individu devant toi qui dispose d'un flingue à la ceinture et parce que l'État lui a donné cette possibilité, en théorie, il faut être sûr à 100% que ce soit une personne relativement stable psychologiquement, une personne qui ait une morale, une personne qui a un certain sang-froid, une personne qui ait aussi la possibilité de se défendre. Parce qu'à un moment, si physiquement, tu n'as pas la possibilité, par exemple, de t'opposer à quelqu'un qui voudrait te dérober ton arme pour en faire un mauvais usage, voilà, tu parlais des gilets jaunes. Il ne faut pas oublier que pendant la crise des gilets jaunes, à un moment, il y a eu, comment dire, je reproche rien à mes collègues, hein, parce que je n'aurais pas fait mieux à leur place, mais il y avait une horde au début de la crise de personnes qui a attaqué un fourgon de police et qui a volé un pistolet mitrailleur à HK G36 avec les munitions. Hein, c'est tout ça et en fait est dans une malle et on l'a jamais retrouvé en fait le pistolet mitrailleur. Donc là aujourd'hui, t'as un PM qui peut tirer à répétition avec deux chargeurs qui sont dans la nature. Donc tu vois, c'est quand même une sacrée responsabilité d'être policier. Et donc, il faut quand même être garant d'une certaine morale, au-delà des convictions personnelles, qu'elles soient idéologiques, politiques, religieuses. Moi-même, je suis pas un bon garçon. Hein. Quand je dis que je suis pas un bon garçon, c'est que j'ai un mauvais caractère. Quand je travaille, je suis assez têtu, je suis un peu réfractaire à l'autorité, je suis un peu indiscipliné, je le reconnais hein, très, très, très volontiers. J'ai mes défauts de personnalité, j'ai mes vices, mais par contre, quand je porte l'uniforme et j'ai un flingue à la ceinture, je suis quelqu'un de responsable. Je vais pas tirer sur tout ce qui bouge. C'est pas parce que j'ai un différent avec, je sais pas moi, les Ouzbeks, je dis ça parce que comme ça, je vais fâcher personne, on n'en a pas beaucoup en France. C'est pas parce que j'ai un différent avec les Ouzbeks ou avec l'Ouzbékistan que ça y est, c'est bon, je vais les, comment dire, les persécuter sur la voie publique. Donc tu vois, ça demande une certaine sagesse, une certaine maturité, ça demande un niveau de compétence qui est transversal, c'est-à-dire qu'il faut être un petit peu physique. Quand je dis un petit peu, c'est-à-dire avoir une moyenne acceptable sur les capacités physiques, également sur les capacités intellectuelles pour pouvoir recueillir une main courante, comment dire, décoder les propos d'un interlocuteur, les formaliser dans une procédure. Il faut aussi avoir un petit peu de comment dire d'instinct pour élucider une enquête, comprendre ce qui se passe au travers justement des déclarations. Il y a un peu de réactivité, il faut aussi être honnête, loyal, il faut avoir des notions de droit, donc ça demande quand même des compétences transversales. Et aujourd'hui, on a abaissé la moyenne de recrutement à 8 sur 20. Voilà, on est quand même relativement mal dirigé, quoi, globalement, mais ça concerne tous les services publics. Alors, Donc moi, je le déplore. Voilà, je le déplore et j'aimerais bien que ça s'améliore, mais je pense que là, tu sais, c'est comme l'histoire d'un mur, c'est-à-dire que si tu as fait un peu de maçonnerie, un mur, tu amènes un marteau-piqueur, tu le casses en une demi-heure, et s'il faut le reconstruire à l'identique, tu le reconstruis en 3 jours. Donc là, je pense qu'on a détruit beaucoup de choses, et ça va être extrêmement long à reconstruire.
Voilà. Alors, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on pointe souvent les difficultés. J'ai l'impression, quand je parle de dialogue impossible, on ne va pas nier que policier en France, c'est quelque chose de compliqué. Il y a déjà des millions d'heures supplémentaires, 27 millions d'heures qui n'ont pas été payées aux fonctionnaires de police. Il y a certains commissariats dans des états un peu délabrés, des conditions de travail qui sont quand même difficiles. C'est un public qui est devenu un public à risque par rapport à ce que tu disais, on ne va pas se le voiler. Il y a d'un autre côté des images qu'on voit très dures avec des collègues à toi qui ont, on a l'impression, qui ne font plus preuve de discernement. C'est-à-dire que les violences policières, on les a toutes vues. Il y a des images qui semblent être anormales, insoutenables. On a aussi du mal à comprendre l'IGPN derrière qui se saisit d'enquêtes et qui, on a l'impression, a l'air de nettoyer un peu tout le monde, on va dire. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à tout ça? Est-ce que tu penses qu'on pourrait rétablir un dialogue entre les uns et les autres, sachant que les Gilets jaunes ont aussi permis aux policiers d'avoir une prime, par exemple? Non, mais en fait, il y a beaucoup de questions en fait très complexes dans tout ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que bon, les heures supplémentaires, les salaires, etc., c'est que le système n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'on a une base dans la police, on a un système qui s'appelle Géopol, qui gère en fait l'arithmétique des heures supplémentaires, des congés, etc. Et donc c'est un logiciel de ressources humaines, quoi, en fait. Hein. Et donc globalement, on se rend bien compte que quelqu'un qui va travailler en police judiciaire sur une enquête, quelqu'un qui va travailler en protection des personnalités ministérielles, quelqu'un qui va travailler à la circulation, quelqu'un qui va travailler au renseignement, quelqu'un qui va travailler en police secours, on ne peut pas les gérer de la même manière. C'est-à-dire que la police, en fin de compte, ils ont créé un système qui, dans la philosophie, est honorable. C'est-à-dire qu'eux disent, du mec qui est planton devant une ambassade comment dire, au type qui travaille en police judiciaire à la brigade criminelle, tout le monde a le même salaire. Comme ça, à la limite, les aspirations, c'est pas des aspirations qui sont basées sur des ambitions matérielles. C'est-à-dire que si tu travailles dans un service plutôt qu'un autre, c'est par plaisir et c'est pas parce qu'il y a du pognon. C'est de moins en moins vrai parce que ceux qui protègent Macron ont une enveloppe de 2000 euros par mois en liquide, donc en plus de leur salaire. Donc c'est des choses qui sont de moins en moins vraies. Bon, un OPJ dans un commissariat, je crois qu'il touche 60 euros de prime mensuelle par rapport à un gardien de la paix ou à un brigadier, parce qu'un OPJ est brigadier. Bon, du coup, ça la fout mal. Je veux dire, donc on a un système de ressources humaines en fait qui reste extrêmement perfectible. C'est-à-dire que à un moment, quand tu travailles dans un service de police judiciaire, en criminel, tu as des systèmes de permanence. Ça sert à rien de donner des heures sup aux gens si on sait qu'on peut pas leur faire récupérer. Donc, moi, je pense qu'il faut ajuster en fait les carrières, les salaires en fonction du travail fourni, non pas que les gens. Je pense que tout le monde a son importance au sein de l'institution. Par exemple, sur le travail de voie publique, on voit que les policiers municipaux n'ont pas les mêmes avantages que nous. Ils sont très déconsidérés, c'est-à-dire que la police municipale, c'est un peu comme une police deuxième classe, alors que c'est faux. Moi, je trouve qu'ils font un travail fondamental, c'est-à-dire que s'ils n'étaient pas là, je pense que les policiers de commissariat seraient très mal à l'aise. Hein. D'ailleurs, c'est le cas dans les villes comme la mienne, dans lesquelles il n'y a pas de police municipale. Et donc, je pense qu'ils rendent beaucoup de services, et pourtant, leur carrière, leur déroulement de carrière au niveau retraite, etc., n'est pas du tout le même que le nôtre. Et moi, je trouve ça dommage, je le déplore. Après, par exemple, on voit que chez les gendarmes, eux bénéficient d'un hébergement, nous on l'a pas, mais par contre, eux sont beaucoup plus corvéables en fait que nous le sommes. Donc, je pense qu'il faut. En plus, on est du même ministère. Avant, les gendarmes étaient au ministère de la Défense. Nous, on est au ministère de l'Intérieur. Maintenant, les gendarmes ont été regroupés au ministère de l'Intérieur, mais on s'évertue à garder deux corps différents parce que ça constituerait une forme de contre-pouvoir. Moi, je crois qu'il faut avoir le courage de réformer l'institution parce que la police nationale, elle a été créée en 41 par Maréchal Pétain, gouvernement de Vichy, alors qu'avant on avait des polices municipales qui ressemblaient un petit peu au système américain aujourd'hui où c'était les maires qui avaient autorité sur la sécurité. Moi, je crois qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un maire n'a pas son mot à dire en dehors des commissions, parce qu'il y a des commissions particulières qu'on appelle CLS, CLSPD, etc., des conseils locaux de sécurité. Mais un commissaire, normalement, a son mot à dire sur les affectations du commissariat. C'est-à-dire que un maire peut très bien, par exemple, je ne sais pas, concourir à recruter le commissaire de sa circonscription ou peut avoir son mot à dire sur, en matière de ressources
ressources humaines, je ne sais pas, sur le travail des policiers. Bon, aujourd'hui, ça peut se faire en off, mais je veux dire, normalement, un maire a son mot à dire quand même sur les acteurs des différents services publics qui opèrent sur son terrain, sur sa circonscription. Aux États-Unis, c'est le cas. Ici, on a créé en fait une sorte de système jacobin où finalement Christophe Castaner a autorité sur le policier qui travaille à Foix dans l'Ariège en fait. Alors qu'il, bon, je sais pas, je présume de rien, mais je veux dire, je pense pas qu'il soit spécialiste de la région ou quoi que ce soit. Par contre, le maire de Foix, lui, a pas son mot à dire sur l'activité du commissariat. En dehors, comme je disais, des réunions hebdomadaires dans lesquelles il doit dépêcher un adjoint. Bon, c'est un exemple, hein, je sais pas du tout ce qui se passe à Foix, mais je veux dire, voilà quoi, il y a beaucoup de choses à discuter en fait, et aujourd'hui, bon, ça reste des petites mesurettes, c'est-à-dire que bon, globalement, voilà, je sais pas, il y a un discours de Castaner qui dit oui, on doit sanctionner les infractions racistes, les violences policières, oui, mais bon, quand j'ouvre le code pénal, c'est pas prévu. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi la mise en œuvre de tout ça? Comment est-ce qu'on sanctionne le racisme? Comment on sanctionne les violences policières? Je veux dire, ça fait des mois que j'entends l'affaire Benalla. Oui, on a saisi l'IGPN, etc., mais on voit que ça donne pas de résultat. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, moi, je suis pessimiste. Honnêtement, je suis pessimiste. J'espère que je me trompe, mais moi, je pense que, comme je te disais, une polémique en chasse une autre. Il y a 3 mois, c'était le port du masque dans la police. On a perdu, c'est-à-dire qu'on a prononcé des recours, on n'a pas gagné. On a des collègues qui sont morts, bon, bah, paix à leur âme, voilà, on les a remplacés, puis le monde continue à tourner. Avant ça, c'était, bon, il y a toujours eu, en fait, une polémique pour en chasser une autre. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, bah, on traverse l'actualité, et puis je pense que le ministre doit se dire, allez, encore 10 jours, et puis on passe à autre chose. Donc pendant 10 jours, on serre les dents, et puis voilà, moi, je pense qu'ils sont plutôt dans cet état d'esprit. Et par rapport à ce que tu disais, pour corroborer tes propos, le maire reste quand même le premier magistrat de la commune et il est officier de police à la base. Donc il paraît très normal d'ailleurs qu'il soit plus présent dans les décisions, à mon avis, de police, ça c'est certain, parce qu'il y a une logique de territoire. Après, par rapport à ça, on revient un peu dans le thème central. Hein. Tu as dénoncé toi-même, ainsi que d'autres, hein, tu n'es pas le seul, une certaine forme de racisme au sein de la police. Il y a d'autres policiers via les syndicats qui ont essayé aussi de crier, de lancer des cris d'alerte, de désespoir. Il y a une de tes collègues qui en est morte d'ailleurs, qui s'est suicidée. Je lui rends hommage ce soir. Et il y a pas mal de suicides dans la police. Est-ce que, on va parler franc, est-ce qu'il y a des pressions qui peuvent être exercées par la hiérarchie au sein de policiers qui aimeraient essayer de dénoncer des choses qui ne vont pas quoi, dans les rangs de votre institution ou qui essaient de dénoncer des faits de racisme ou autre? En fait, le racisme, j'ai envie de dire, c'est un épiphénomène dans les dysfonctionnements de l'institution. Parce que, effectivement, on a le suicide tout à l'heure. En fait, bon, pour parler franchement, puisque toi, tu me le disais tout à l'heure, j'ai discuté avec un journaliste, un conseiller police-justice d'un grand journal, quelqu'un qui a une expérience de 30 ans, en fait, dans ces questions-là. Et je lui parlais, je lui disais, bah écoute, quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, racisme, terrorisme, violence urbaine, violence policière, en fait, j'en arrive presque à regretter. Je me dis pourquoi je me suis mis dans cette galère. C'est-à-dire que là, moi, je sais pas, peut-être qu'il y a un type que j'ai mis en prison il y a 10 ans, que j'ai complètement oublié, qui lui m'a pas oublié. Puis bon, voilà, quoi, compte tenu de ma situation administrative, le mec il va venir me voir, il va me mettre un coup de batte de baseball ou je sais pas quoi. Donc je me dis, j'ai mis ma famille en fait dans une galère, alors que j'aurais très bien pu passer le concours de la SNCF ou le concours de la Poste, j'aurais été heureux, j'aurais été loin de tout ça. Et en fait, là, aujourd'hui, bah, je reçois pas un seul coup de fil du ministère de l'Intérieur qui me dit, ouais, bah, vous avez bossé sur l'antiterrorisme, est-ce que ça va? Est-ce que vous recevez des trucs ou pas? Ils en ont rien à foutre, en fait. Voilà, les mecs, ils sont préoccupés uniquement par leur propre réélection, par leur promotion de carrière. Personne se soucie des anciens soldats, mais je parle de moi, mais il y a mon commandant qui habite, qui est originaire de la région niçoise, c'est pareil, c'est un mec qui a fait 35 ans de carrière au RG, ils l'ont mis à la porte comme un malpropre, juste parce qu'il s'entendait pas avec le nouveau patron. Et à un moment, bah, personne l'appelle, personne lui téléphone, alors qu'il était syndicaliste avant, etc. Donc c'est extrêmement ingrat. Et je me dis, bon, bah, c'est pas une bonne affaire, en fait. Hein. Je veux pas faire de mauvaise publicité pour l'institution. Chaque cas est différent. Et je veux dire, bon, est-ce qu'on peut vraiment être heureux dans ce métier-là? Aujourd'hui, je pense pas, sauf si on le fait mal. C'est-à-dire que moi, les collègues que j'ai connus qui sont à peu près heureux ou qui donnent l'image de personnes heureuses, c'est des gens qui disent, oh là là, mon grand, attention, surtout pas de prise de tête. T'en fais le minimum, c'est-à-dire que bah, à chaque fois que tu ouvres une porte,
bah, elle est peut-être parfois difficile à refermer, ou ça peut être on va dire, entre guillemets, une galère, quoi, en quelque sorte. Hein. Lui qui me dit, oulala, attention, tu fais juste ce pourquoi tu es payé, tu fais tes heures, tu n'essayes surtout pas d'en faire plus. Et puis voilà, bah, quand il y a un grade à prendre, une promotion, une mutation, bah, t'en profites. Et d'ailleurs, souvent, c'est des experts. Les mecs, moi, j'en ai vu quelques-uns. Tu leur parles de menottage, ils savent pas. Tu leur parles de terrorisme, ils savent pas. Tu leur parles de droit pénal, ils savent pas ce que c'est. Par contre, tu lui dis géopole, mutation, commission paritaire, le mec, il connaît par cœur. Donc souvent, bah, la police, elle est divisée comme ça. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appellerais les tirs au flanc, les opportunistes qui sont là pour passer des grades, pour faire carrière, etc. Et tu as ceux qui sont là pour bosser, qui disent, moi, je m'en fous d'être sous-brigadier si je fais un boulot que j'aime. Et en fait, souvent, ceux qui gagnent la partie, en fait, ce sont les premiers. C'est-à-dire, ce sont ceux qui se préoccupent uniquement de leur propre intérêt. Donc moi, j'en arrive à regretter parce que je me dis, attends, ils m'ont mis sur écoute. J'ai des mecs de la DGSI qui sont allés voir des amis à moi, qui leur ont dit attention, lui il est comme ça, est-ce que vous avez des trucs à nous dire? Faut pas lui parler, patati, patata, bon, parce qu'ils récupèrent les numéros de mes amis sur mes fadettes. Donc à un moment, et c'est vrai, hein, c'est avéré, hein, c'est pas du tout de la paranoïa, parce que moi je suis issu du renseignement, donc quand je dis des choses de cet ordre-là, c'est fondé, c'est fiable. Donc à un moment, je me dis merde, en fait, bah, je sais pas, les cheminots, ils ont des difficultés, mais ils vivent pas ça, quoi. Je veux dire, quand je dis les cheminots, ça peut être n'importe quoi. Le mec qui a son épicerie ou son petit primeur dans sa ville, il a d'autres difficultés, mais bon, c'est quand même un sale job. Après, bah, en fait, ce qui fait rester dans ce métier-là, parfois, c'est l'amour de la population, c'est-à-dire bah, la volonté de protéger les concitoyens, de partager des choses, d'être utile aux gens. Parce que bah, des fois, effectivement, moi j'ai beaucoup de collègues qui sont aussi admirables, hein, que je vois bosser, bah, ils courent après la délinquance, les mecs qui polluent la vie, qui pourrissent la vie des administrés dans une ville. Je veux dire, ils font le boulot, quoi. C'est pas un boulot facile. Mais franchement, voilà, je pense qu'il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et moi, je m'aperçois que je pense que, en fait, pour moi, le vase a débordé. C'est-à-dire qu'à un moment, je me dis, bon, c'est une institution qui est ingrate, en fait. Donc, si on continue à faire ce boulot-là, faut pas le faire pour des raisons, on va dire, extrinsèques. Il faut le faire pour soi ou pour les gens. Mais il faut rien attendre, en fait, en retour de la part de l'institution, malheureusement. Est-ce qu'il n'est pas non plus un problème de formation? Parce que comme on l'a vu par exemple pour les Gilets jaunes, on s'est retrouvé avec des gens de la BAC, de la brigade anticriminalité ou des forces d'intervention de la police qui n'étaient pas forcément spécifiquement formés aux forces de l'ordre, comme peuvent l'être les CRS. Des agents qu'on met sous Ouais. pression, on a tous vu ce qui est arrivé aux Champs-Élysées. Alors c'est plus facile quand on est derrière un écran que quand on est derrière un casque et qu'on voit quand même des scènes de gens ultra violents. J'imagine que l'adrénaline, la peur, tout qui se mélange, ça ne doit pas être humainement facile à vivre non plus dans un cadre en direct, quoi. Bah oui, tu parles du maintien de l'ordre, mais moi je pense, moi j'ai jamais eu ces difficultés-là, bon parce que j'ai pas pratiqué le maintien de l'ordre, mais même, moi j'étais par exemple en renseignement généraux, nous on est dans les manifestations et à visage découvert, c'est-à-dire que j'étais pas en infiltration dans les manifs, j'y étais, je me présentais comme référent enfin, pour les RG. Moi j'ai jamais eu de difficulté, parfois j'ai réussi à dissoudre des manifestations en disant aux gens bon bah ok, voilà on a entendu vos revendications, vous allez être reçu en délégation chez le préfet. Voilà, vous désignez 4 représentants, vous allez être reçu pendant 1 heure. Ça sert à rien de rester 2 ou 3 heures de plus. Voilà. Et d'ailleurs, je l'ai même fait cette année quand on était là pour Alexandre Langlois, etc. Je dis, bon, ça sert à rien de se les cailler. Puis il y a des policiers qui sont là, qui sont dans la même galère que nous, c'est-à-dire qu'ils sont mobilisés, ils ont d'autres choses à faire. Allez hop, on se disperse. L'essentiel étant qu'on a été entendu, ça sert à rien de laisser le rassemblement pourrir. Et donc, avec un peu de pédagogie, avec un discours éducatif, en fait, on peut parler aux gens. Mais quand bon, effectivement, c'est pas qu'un problème de formation. Quand on a des bourrins comme le type, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir où en est l'enquête, qui était là dans son camion en train de se servir à bouffer, qui disait oui, les gilets jaunes, on va vous casser la bouche. Bon, bah après, voilà, le ministère, la préfecture de police a dit oui, on ouvre une enquête administrative. Moi, je suis sûr que le mec, regarde, bah, on va faire comme pour le média, là. Je suis sûr qu'il est encore en poste. Il a peut-être eu un blâme ou une mise en garde ou une connerie de ce genre, mais je suis sûr qu'il est encore en poste, tu vois. Donc, il s'est absolument rien passé. Et en fait, c'est ça, quoi, l'institution, en fait. C'est beaucoup de, bah, aujourd'hui, on fait couler de l'encre, on fait parler, ça dure 3 jours, et puis après, on passe à autre chose. Mais par contre, ils savent, parfois, bah, tu vois, un mec qui a une petite barbiche comme la mienne, ils savent te mettre la misère.
Par contre, le mec qui va aller dans le sens de l'extrême droite, très clairement, ils vont le préserver. Donc aujourd'hui, ils ont fait des choix qu'ils n'assument pas, en fait, tout simplement. La politique a pas gangréné un peu la police. Aujourd'hui, je reviens sur les propos de Christian Jacob, qui est du groupe Les Républicains, qui a déclaré que de dire qu'en France, il y avait des violences policières, c'était un mensonge. Alors, ça paraît gros d'entendre des propos comme ça, mais Oui, beaucoup. c'est ce que Castaner a dû dire ça, je pense, il y a 2 jours. Donc en fait, c'est le drame des Républicains, c'est le naufrage en fait de ce parti. Ce Christian Jacob, moi, je l'avais complètement oublié. En fait, franchement, il n'avait pas d'actualité. J'ai rien contre, hein, attention, je suis pas partisan. Il n'avait pas d'actualité depuis des mois et des mois. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce qu'il a fait. Puis là, il apparaît pour redire exactement ce que Castaner a dit. Donc en fait, c'est pas une alternative, ça. Je veux dire, à un moment, bah, comme le disent les frontistes, moi, si c'est pour répéter le discours de Castaner 2 jours après, je préfère l'original à la photocopie. Je veux dire, à un moment où il avait qu'à rejoindre la République en marche. Mais l'intérêt de dire ça, chez les Républicains, il y a un noyau d'élus qui veulent à tout prix se mettre la police dans la poche parce qu'ils sont de droite, parce qu'ils veulent. Mais on sait très bien que c'est pas vrai. Je veux dire, la population le regarde et lui dit déjà qu'est-ce que tu connais à la police, toi, déjà de quelle légitimité tu as pour dire ça. Et en même temps, je veux dire, c'est pas vrai. Donc pourquoi est-ce que tu racontes des bobards? Donc c'est même moi qui suis policier, c'est pas l'amertume qui me fait dire ça. Il y a des comportements de violence. C'est-à-dire qu'à un moment, on a été abreuvé pendant un mois, pendant tout le confinement, de vidéos pendant lesquelles on voyait bien qu'il y avait des fois des policiers qui avaient la main leste avec les gens. Je crois qu'il y a une vidéo hier là à Marseille, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais bon, il y a une suspicion en tout cas d'un usage de la force disproportionné. Et donc voilà, ça c'est des déclarations politico-politiciennes. Et en fait, pour dire la vérité, moi ça me saoule. J'ai même plus envie de répondre à ça parce qu'ils font leur métier, c'est des politiciens. Comme je le disais, je crois avant-hier sur BFM, moi, je vis dans le réel, en fait. Le monde des politiciens ne m'intéresse pas. Eux sont là pour finalement rassembler des électeurs, des électorats, pour paraître dans la presse, pour créer des polémiques. Moi, j'ai envie de vivre en fait une vraie vie avec les vrais gens. Voilà, ça, c'est pas mon boulot et j'ai pas du tout envie que ça le devienne. Et petit problème technique. Par rapport à l'affaire George Floyd, je terminerai là-dessus parce que je sais que ton temps est très précieux. Par rapport à l'affaire George Floyd, on a bon, des émeutes qui éclatent aux États-Unis, mais on voit aussi des images assez puissantes de forces de l'ordre qui se mettent soit à genoux ou vont prendre des gens dans leurs bras, les consolent, etc. Alors qu'il y a une opposition, hein, clairement, entre la population et la police également là-bas. Beaucoup de gens se demandent si en France, ça serait possible de telles images. Hier, il y a eu des manifestations à Paris où on voit les manifestants se mettre à genoux et appeler tes collègues à se mettre à genoux symboliquement. Ils sont restés de marbre. Est-ce que tu penses que ce genre d'image pourrait se multiplier chez nous ou est-ce qu'à l'inverse, tu es complètement pessimiste et le mal est trop profond et c'est des exécutants qui... Non, voilà. j'ai compris. Non, mais en fait, globalement, là-bas, il y a matière à demander pardon. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour George Floyd, c'est c'est un crime inhumain, quoi. C'est-à-dire d'une bassesse. Un journaliste m'a posé la question de savoir ce que j'avais pensé de la scène d'interpellation. Moi, je crois que si on avait fait la même chose à un animal, c'est-à-dire que toute comparaison gardée, c'est simplement pour comprendre. Demain, moi, j'attrape un animal dans la rue, je sais pas, moi, un labrador, un mouton, ce que tu veux, et je l'étouffe de cette façon. En 8 minutes, je lui mets mon genou sur le cou et je le tue. Et je me filme. À un moment, les gens, je pense que même tu tombes sous le coup de la loi, c'est-à-dire que c'est une cruauté, voilà, contre un être vivant. Donc, je me fais lyncher par l'opinion publique. Et là, c'est pas un animal qu'on a tué, c'est un homme noir. Est-ce que c'est parce qu'il était noir? Sans doute, mais on l'a tué d'une façon qui aurait été inacceptable si on avait abattu un animal de cette façon. C'est-à-dire que tu as les partis animalistes qui disent oui, alors voilà, quand on tue des animaux, il faut les assommer, l'électronarcose, etc. Là, on a tué un être vivant, il s'est pissé dessus, hein, on voit qu'à un moment, il perd ses urines, etc., il suffoque, et le mec continue à le tuer froidement, et quand la population veut intervenir, ses collègues, qui sont des complices hein, actifs, empêchent la population d'agir pour venir au secours de l'homme qui est en train de mourir. Donc c'est inhumain, c'est un truc moi qui m'a profondément choqué. Et je mets en garde les auditeurs parce qu'en fait on veut faire une comparaison avec le cas d'Adama Traoré.
Mais pour moi, c'est pas un exemple, même si je ne sais pas ce qui s'est passé sur le cas Adama, parce que c'est un dossier gendarmerie, même si c'est dramatique. Moi, je pense que on parle pas de Cédric Chouviat quand on parle d'Adama. Et pour moi, la mort de George Floyd, elle ressemble plus à celle de Cédric Chouviat qu'à celle d'Adama. Sauf que là, effectivement, Adama, bah, c'est plus facile d'en parler parce que bah, après, il y a le camp d'en face qui vous dit oui, mais regardez le casier judiciaire de sa famille, puis c'est un délinquant, il avait du shit sur lui, il avait de l'argent, etc. Donc c'est plus facile en fait d'orienter le débat vers Adama. Mais Cédric, c'était un type qui était au boulot, qui livrait des petits colis avec son scooter 50 cm3 parce qu'il avait 5 enfants à faire bouffer. Et on l'a tué comme un animal dans les rues de Paris. Et ça, pour moi, c'est le vrai débat. Le vrai débat, c'est pas Adama Traoré, parce qu'Adama Traoré, ça y est, il y a une instruction, c'est entre les mains de la justice. Et Cédric Chouviat, les collègues sont toujours en poste aussi de la même manière. Donc il n'y a pas eu de suspension, la famille s'en est émue. Et bizarrement, moi, ce qui m'interpelle dans le traitement médiatique qui est fait autour de cette affaire, c'est qu'on vous dit George Floyd, c'est un blague, donc on va le comparer à Adama. Cédric Chouviat, bah, si ça vous intéresse, moi j'ai rencontré ses parents. Il était d'origine kabyle, il a été enterré au carré musulman du cimetière de Thiers, paix à son âme. Et donc il avait aussi, on va dire, une tête de basané. Donc il y avait peut-être aussi une dimension un petit peu, je sais pas, je suis pas dans la tête des collègues qui l'ont interpellé. Mais moi j'aime pas cette obsession qu'on fait sur voilà Floyd, Adama parce qu'ils sont noirs tous les deux. Pour moi, du point de vue de l'interpellation, le geste technique qui a été réalisé pour interpeller George Floyd, c'est celui avec le plaquage ventral qui a été réalisé contre Cédric Chouviat. Et 2 semaines ou 3 semaines après, il y a le député François Ruffin qui a présenté un texte pour interdire cette modalité d'interpellation, donc le plaquage ventral. Et le texte, en commission des lois, n'a pas été voté par la majorité de La République En Marche. Ils se sont opposés au vote du texte. Et donc, voilà. Après, voilà, il y a des, ce qu'on appelle des connards sur les réseaux sociaux qui disent oui, tu roules pour la France insoumise parce que tu as dit François Ruffin. Moi, je roule pour personne, si ce n'est pour le bon sens. Voilà, moi, je suis pour tout le monde à la fois. C'est que tout le monde a raison et tout le monde a tort à la fois. Et François Ruffin a eu raison de proposer ce texte. Malheureusement, il n'a pas été voté. Et ceux qui ont voté contre, bah, aujourd'hui, qu'ils assument, je veux dire, parce que c'est un peu trop tard après de revenir et dire oui, mais peut-être qu'il a raison. Non, non, c'est trop tard. On a proposé un texte, parce que moi, j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale pour justement alimenter ce texte d'un point de vue technique, et il a été rejeté par la majorité. Donc voilà. Donc du coup, perd son âme, George Floyd, voilà, la vie d'un noir compte, la vie d'un citoyen français compte. On a eu beaucoup trop de morts aujourd'hui entre les mains des forces de l'ordre, et bah, je conclurai en disant que je me tiens à la disposition du pouvoir, y compris de M. Macron, s'il a besoin d'expertise et de gens qui pensent connaître leur métier. Voilà, moi je m'attribue au moins cette qualité, celle de connaître un métier, qui viennent nous solliciter, nous chercher et nous demander, nous poser la question. Et moi je l'aiderai avec plaisir, pas pour lui, mais pour nos concitoyens. Voilà. Eh ben, écoute, j'espère que l'appel sera entendu parce qu'il me paraît complètement ça en tout cas. Merci beaucoup Noam d'avoir accepté l'invitation. J'ai juste envie de conclure le mot en tant que policier à tous les citoyens français qui te regardent et qui te regarderont peut-être après. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour conclure cette interview? En une phrase, j'ai envie de dire, arrêtez de penser qu'il ne faut pas voter, que ça ne sert à rien. Allez voter. Il faut que les gens qu'on place au pouvoir puissent comprendre que bah, si effectivement ils nous trahissent pendant leur mandat, hein, quels qu'ils soient, les maires, députés, président de la République ou autre, c'est tous les gens qui sont élus au suffrage universel direct, il faut qu'on puisse leur montrer qu'au moins de temps en temps, on a aussi la possibilité de les révoquer par les urnes. Vous m'avez beaucoup déçu, mes concitoyens, au moment des municipales. Vous m'aviez déçu aux européennes et aux législatives avant. Donc, j'espère qu'à terme, voilà, vous pourrez honorer vos obligations de citoyen. Après, si vous ne le faites pas, c'est vous-même que vous trahissez. Hein. Moi, je ne suis pas candidat. Voilà. Bon. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Noam. Pour ma part, je vous donne rendez-vous désormais mardi matin à 9h pour un live en direct du tribunal de Riom pour une autre affaire judiciaire assez importante, celle de l'affaire Wissam El Yamni, puisque la famille de Wissam va pouvoir présenter des pièces et demander la réouverture d'une enquête à ce sujet. C'était une affaire malheureusement de violence policière là sur Clermont-Ferrand qui avait fait grand bruit le 31 décembre 2011. Vous pouvez d'ailleurs regarder sur ma chaîne YouTube The Live Media l'interview de Farid El Yamni
qui raconte un peu son histoire et celle de son frère, malheureusement. Voilà, donc merci infiniment Noam, merci d'avoir tenu parole parce que tout le monde ne le fait pas, donc à chaque fois je rends hommage à ceux qui tiennent parole. Ça a été un vrai plaisir pour moi de te recevoir, j'espère que les gens, je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires, désolé, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'espère que les gens auront été intéressés par cette interview et qu'ils pourront vérifier ton actualité dans les médias ou sur Twitter notamment. Merci. À bientôt, merci beaucoup, bonsoir.